un certain nombre de débats, voire de travaux, qui seront intéressants pour vous et utiles aussi. Donc, ça fait partie aussi de nos vœux. Je laisserai tout à l'heure Françoise Lebert présenter notre intervenant. Ce que je voulais vous dire, c'est que, comme vous avez pu le constater, on a eu en décembre et janvier un certain nombre de difficultés qui étaient liées à la situation sociale totale, et que nous avons dû notamment reporter une plénière qui devait se dérouler en début le 9 janvier sur l'Algérie et qui aura donc lieu le 5 février ici même avec M. Akram Belkaïd, qui est un journaliste et écrivain algérien, qui viendra donc nous présenter ce qu'il pense être la situation de l'Algérie aujourd'hui. Et cela, ce sera pour le mois de janvier, le mois de février. Nous avons des incertitudes, comme nous en avons autrefois, sur les prochaines plénières. Nos prochains débats. Ce sera donc un peu dans le désordre que je vais vous en parler. Nous avons prévu de faire un débat autour de la situation de l'hôpital en France. Et Jean-Claude Henrard, qui ne vient pas ce soir pour des raisons personnelles, a réussi à contacter le professeur Grimaldi, qui viendra donc ici ou à Sèvres-Babylone nous parler de la situation de l'hôpital telle qu'il la voit et éventuellement discuter avec nous des possibilités de résoudre certains de ces problèmes. Nous avons envisagé aussi, donc là on n'a pas encore de réponse, de faire un débat sur les questions de politique environnementale ou des politiques tenant compte de l'environnement et de la transition environnementale. Et là, nous souhaitons faire intervenir Éloi Laurent, qui est un économiste travaillant à l'OFCE, que vous connaissez peut-être, hein, l'Office français de conjoncture économique. D'autres projets, c'est de rediscuter, mais d'une façon différente de ce que nous avons fait jusqu'à présent, de la question du réchauffement climatique et de la façon de l'appréhender et dont l'appréhendent les politiques, mais vus par un scientifique. Bon, là-dessus, nous avons quelques débats, mais nous souhaitons faire venir l'un des membres éminents du GIEC, membre éminent français, qui pourrait être soit Mme Valérie Delmotte-Masson, soit M. Hervé Le Treut, qui a des titres divers en tant que physicien, traite des questions du réchauffement climatique. Nous avons comme autre projet, mais cela il sera plus facile à réaliser, de faire ce que nous avons fait 2 fois l'an dernier, ce que nous appelons des remue-ménages, ce que d'autres appellent des brainstorming. C'est-à-dire que, entre nous, membres du cercle, mais aussi avec les invités qui souhaitent nous rejoindre, sur un thème décidé en commun et avec une introduction de l'un ou de plusieurs d'entre nous, nous discutons, nous débattons très librement. Vous verrez dans la prochaine lettre qui va paraître 2 remue-ménages dont nous avons fait la synthèse et qui montrent que de ces débats peut sortir quelque chose de plus original qu'on ne l'imagine quelquefois. Donc ça, c'est une autre possibilité. Il me semble que je suis en train d'en oublier une autre. Oui. Non, moi je voulais dire que la prochaine lettre serait double et allait sortir dans le courant du mois de février. Là. Elle est sous presse bientôt, quoi. Voilà. Il y a d'autres projets, mais bon, je pense qu'ils viendront peut-être un peu plus tard. Si un projet qui sera peut-être mis en place d'ici l'été,
c'est que l'un de nos invités habituels, qui est Michel Aglietta, va être sollicité pour parler de son dernier livre sur les théories de la régulation. Il devrait venir, il pourrait venir nous parler de la façon dont on peut reprendre en main les théories de la régulation en économie et bien sûr sur les questions de finances publiques, un peu en rupture avec ce qui se passe actuellement dans le monde de la finance publique, pas de la finance, et donc de la gouvernementalité publique. Son livre porte une critique avec d'autres économistes que lui sur les positions actuelles. Donc il pourrait venir, mais ça je ne sais pas quand, si ce sera d'ici juin ou pour la rentrée. Voilà, j'oubliais aussi cela, c'est que nous avons demandé à Gérard Noiriel, que certains d'entre vous connaissent peut-être, de venir nous parler de son livre Une histoire populaire de la France, moins pour nous faire son histoire, mais pour nous raconter ce qui, dans la constitution d'une histoire du peuple, d'une histoire populaire, peut être intéressant aujourd'hui à connaître pour la plupart des citoyens, donc, qui ont surtout été éduqués dans l'histoire de leurs dirigeants et des politiques menées par ces dirigeants. Donc c'est une sorte de contre-pied, et il a accepté de venir nous en parler, mais ce sera sans doute pas avant l'automne prochain. Voilà. Donc quand même un programme qui n'est pas sans intérêt, mais qui n'est pas encore bien fixé pour les dates, d'autant que, comme vous le constatez encore aujourd'hui, ce soir, nous sommes obligés de nous déporter, comme d'habitude, dans cette salle qui n'est pas désagréable et qui est même accueillante, mais qui, pour certains, pose des problèmes de déplacement. Et donc fait que un certain nombre de chaises vides ce soir, je sais que c'est à cause de gens qui ont du mal à se déplacer et qui m'ont prévenu cet après-midi qu'ils ne viendraient peut-être pas. Mais d'autres, j'espère, vont venir. Voilà ce que j'avais à dire. François, c'est à toi. Donc je vais vous saluer d'abord, Monsieur Portier, et vous remercier d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir dans notre cercle pour nous parler d'un sujet toujours brûlant dans notre pays, sujet qu'est la laïcité. Je sais que vous connaissez bien les cercles Condorcet, et particulièrement l'un d'entre eux, c'est-à-dire celui de Rennes, relancé récemment par un de mes bons amis, René Choutkamp, qui m'avait donné vos coordonnées d'ailleurs, et incité à lire un de vos derniers ouvrages sur lequel je me suis appuyée pour préparer cette soirée. Donc c'est l'État et les religions en France, une sociologie historique et sociologique de la laïcité. Nous voudrons prendre des références, voilà. C'est un ouvrage que j'ai trouvé très, très dense, très documenté sur bien des points, historiques, juridiques, sociologiques, et dont je conseille la lecture pour appréhender pleinement la nature de ce concept si complexe qu'est la laïcité française, mais pas seulement. Alors, bien que tout ceci figure dans l'invitation, je voudrais vous rappeler brièvement quelques-uns de vos titres. Vous êtes professeur de sciences politiques, directeur d'études à l'école pratique des hautes études et vice-président de cette école depuis 2010, membre du conseil scientifique de l'Institut européen en sciences des religions, membre du comité d'experts auprès de l'Observatoire de la laïcité depuis 2017, et enfin, depuis l'an dernier, membre de la commission Sauvé chargée d'enquêter sur les abus sexuels commis sur mineurs dans l'Église catholique dans les années 50. De 50 à 2020. 70 ans. L'apparition du mot même de laïcité en France est bien antérieure à celle qu'on lui attribue communément et par erreur. Je veux parler de la loi de décembre 1905, à laquelle le mot est souvent associé alors qu'il ne figure pas dans le texte. C'est un mot qui n'apparaît que dans les textes sous la Troisième République. Vous montrez très bien dans cet ouvrage comment, si le mot fait souche, l'idée
elle, a connu des modifications de sens substantielles, et c'est bien là le problème, semble-t-il. Le terme est polysémique. Certains n'en retiennent que l'aspect juridique, d'autres lui attribuent un sens plus large que les évolutions de la société mettent à l'épreuve, notamment la présence croissante depuis l'après-guerre, je pense, de l'islam, troisième religion monothéiste dans la société française. L'islam quasi absent en 1905, où n'étaient présents que le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Or, ces dernières années, la religion a fait retour dans le débat social, et particulièrement l'islam, suscitant une réflexion renouvelée sur la laïcité. C'est toujours un sujet sensible, et je pense que vous nous en parlerez. Mais la laïcité n'est pas une exclusivité française, dans son sens juridique, c'est-à-dire celui de la gestion des rapports entre la sphère politique, l'État, et la sphère privée. D'autres pays démocratiques, plutôt européens, je pense, ont établi d'autres modalités, d'autres formes de relations. Enfin, et pour clore ce propos liminaire, une question m'est venue lors d'une autre plénière du Cercle, au cours de laquelle Jérôme Fourquet nous avait fait part de son analyse de l'état de la société française à partir de son ouvrage « L'archipel français ». Le constat était celui d'un éclatement. L'individualisme ayant gagné toutes les couches de la société, tout ce qui par le passé constituait un ciment, c'est-à-dire un socle de valeurs partagées qui faisait sens, ceci a quasiment disparu. D'où 2 ou 3 interrogations. Que nous reste-t-il pour faire du commun? La laïcité serait-elle dans ce pays le seul lien qui subsiste? Et j'ai rajouté une 3e question, mais selon quelle acception? Je vous donne la parole. Bien, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler de cette question qui a fait retour, en effet, depuis les années 1990, à peu près. Avant les années 1990, on parlait de la laïcité, bien sûr. 1959, la loi Debré, 1984, le projet de loi porté par M. Savary. Mais le mot, dans le débat public, était finalement très peu utilisé. On a fait des études, j'ai fait des études de lexicométrie pour essayer de voir à quel moment on retrouve l'expression laïcité. Elle est très forte, vous vous en doutez, dans les années 1900-1910. Elle connaît un tout petit pic dans les années 1950-51. C'est un moment où la question scolaire ressurgit. Un tout petit pic en 1959-60, vous savez, au moment où on adopte la loi Debré. Et puis ensuite, c'est le calme plat. Et il faut attendre les années 1990 pour que le mot laïcité retrouve dans le débat public une présence bien supérieure d'ailleurs à celle qu'on connaissait dans les années 1900-1910. Une présence qui, depuis 1990, on verra pourquoi tout à l'heure, a connu une courbe exponentielle, suivant un développement qui marque à chaque fois des excroissances, des progressions, au moment où il y a des attentats. Et donc on voit bien que le mot laïcité est devenu un concept englobant pour penser la société française dans son lien social et politique. Alors, avant d'en venir aux questions immédiatement contemporaines que l'on m'a demandé de traiter, je voudrais tout de même que nous nous mettions d'accord sur un certain nombre de points, sur la définition en particulier que je vais donner au concept de laïcité. Il me semble qu'on ne peut comprendre le concept de laïcité sans faire retour au tournant de la modernité qui se manifeste entre le XVIe et le XVIIIe siècle. À ce moment-là, au cours de ces 2 siècles, le monde change de base. Et l'on ne pense plus alors ni l'homme, ni le pouvoir de la même manière que dans l'époque précédente, que j'appellerai ici
l'époque chrétienne. Commençons, si vous voulez, en disant quelques mots du concept d'homme, du concept de sujet. On n'a pas toujours pensé l'homme de la même manière. Sous la République chrétienne, dans le temps médiéval, l'homme s'analyse d'abord comme une créature. Une créature en situation de dépendance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'être qu'il a porté à l'existence. Dans ce monde-là, la liberté existe comme concept. Lorsque vous lisez les textes de saint Augustin, les textes de saint Thomas d'Aquin, qui sont les grands docteurs de l'Église, vous trouvez des occurrences du mot liberté. Simplement, la liberté n'est pas pensée comme aujourd'hui. Dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, la liberté s'analyse comme le fait, dit-il, d'obéir aux prescriptions de la loi éternelle. Et on voit bien que dans ce monde-là, les devoirs l'emportent sur les droits. Je suis d'autant plus libre que je me soumets à Dieu. Qui, ici, défendrait cette définition-là de la liberté? Probablement peu de gens, parce que nous qui sommes rassemblés ici, nous avons connu précisément le tournant de la modernité. L'homme, dans la société moderne, celle qui émerge au XVIIe, XVIIIe siècle, se considère au contraire comme créateur, et non plus comme créature. Shakespeare disait, dans sa pièce fameuse, Coriolan, « Je veux vivre, vivre comme si j'étais l'auteur de mes propres jours. » Devenir, en fait, un Dieu pour moi-même. Voilà le projet que s'assigne le sujet moderne. Dans ce monde-là, la liberté change de sens. Elle ne tient plus dans le fait de se soumettre aux lois de la transcendance. Elle est tout simplement une affirmation de volonté, une autonomie déclarée, cette idée que par moi-même, je vais construire les cadres, les objectifs de ma propre existence. Les droits, comme horizon de notre existence, se substituent alors aux devoirs. Il exprime mieux que tout autre l'adoption, en août 1789, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le point d'aboutissement de cette révolution philosophique de la modernité. Changement de la conception du sujet, l'homme devenant le créateur de sa propre existence, changement de la conception du pouvoir. À Reims était sacré le roi. Que signifiait ce sacre? Cette idée que son pouvoir ne trouvait pas sa légitimité d'abord dans le peuple, d'abord dans la nation. Le pouvoir trouvait sa légitimité en Dieu, qui, par la médiation de l'évêque du lieu, l'archevêque de Reims, et qui faisait couler les huiles saintes sur le front du roi, témoignait de la dépendance du monarque à l'égard de plus haut que lui, à l'égard de Dieu lui-même. Ce pourquoi, d'ailleurs, les rois de France se présentaient toujours comme étant non point seulement les fils aînés de l'Église, mais aussi les lieutenants de Dieu sur la terre. Alors évidemment, quand vous dites lieutenant de Dieu sur la terre, vous n'êtes pas totalement souverain. À la fois, vous êtes revêtu d'une légitimité absolue, mais dans le même mouvement, vous êtes soumis, dans l'effectuation de votre propre mission, à une loi supérieure, qui est la loi de Dieu. Le bon prince est celui qui, dans l'exercice de son pouvoir, accepte de produire des lois qui seront en tout conformes au texte voulu, au logos voulu par Dieu lui-même. Alors vous sentez bien qu'avec la modernité, on change de modèle, que le pouvoir ne vient plus d'en haut par la grâce d'un sacre, mais que le pouvoir désormais vient d'en bas par le choix même de la nation. C'est la grande thèse
peut-être en avez-vous le souvenir, du contrat social par lequel nous tous qui sommes réunis ici décidons d'ériger en gouverneur de nos propres existences celui-là même que nous avons choisi. Évidemment, lorsque nous décidons d'ériger le pouvoir politique, nous ne lui demandons pas d'obéir à la loi de Dieu. Il n'est qu'une toute petite minorité, j'en parlerai tout à l'heure, pour vouloir encore que la loi positive, la loi de l'État, soit soumise au droit divin. Toute petite minorité. L'homme moderne est celui qui décrète que le pouvoir doit d'abord se placer au service de la liberté des individus, au service de l'autonomie des sujets, dans l'ordre, bien sûr, dans la paix civile, mais avec cette idée qu'il est là d'abord pour servir nos droits et nos intérêts. Non pas le droit et l'intérêt de Dieu, mais le droit et les intérêts de ses mandants. Alors une question, évidemment, reste en suspens. Vous voyez que je n'ai pas encore parlé de la laïcité. Que faire dans ce monde qui est un monde voué à l'éclatement? Dans le monde ancien, on vivait suivant l'unité de foi. Il n'y avait qu'une vérité, la vérité de Dieu, que le pouvoir portait. Et voici que dans le monde moderne, chacun d'entre nous est maître de son existence. Et étant maître de son existence, peut choisir les opinions qu'il juge bonnes pour lui-même. Certains parmi nous vont être croyants, et même profondément croyants, radicaux dans leurs croyances, immodérés dans leurs affiliations. D'autres, à l'autre bout du spectre, vont au contraire affirmer non point seulement leur agnosticisme, mais leur athéisme. C'est le propre de la modernité que de nous permettre de choisir par nous-mêmes le rapport que nous entretenons à Dieu. Certains l'acceptent, acceptent sa loi dans son intégralité, d'autres au contraire considèrent que Dieu est une pure invention, une pure illusion, qu'il faut à toute force rejeter. Le problème se pose. Comment faire vivre ensemble ces individus, nous-mêmes, qui sommes à ce point différents les uns des autres? C'est ici qu'intervient le sujet que l'on m'a demandé de traiter. Pour résoudre cette question si difficile, la pluralité de nos existences, il convient que les pouvoirs inventent une solution. Et cette solution, ce sera précisément la solution laïque. La solution laïque qui nous permet, à nous tous qui sommes rassemblés ici, et qui avons peut-être des idées totalement antinomiques sur le sens de la vie, de vivre ensemble, égaux sans doute, mais aussi profondément différents. Ayant dit cela, il faut maintenant poser une première définition de la laïcité. Et je dirais que la laïcité, c'est ce dispositif juridique que nous ne sommes pas les seuls, contrairement à notre orgueil national, à avoir inventé, que tous les pays occidentaux ont, au cours de leur histoire, protégé et partagé. Ce dispositif laïque, il repose sur deux grandes idées. Il se donne d'abord un objectif. Et cet objectif, c'est de permettre à chacun de vivre suivant sa liberté de conscience. Le modèle laïque est celui qui permet aux croyants d'être croyants, à l'incroyant d'être incroyant, sans que, entre ces deux catégories de population, n'intervienne jamais aucune discrimination. Et vous voyez que je viens ici d'attacher le mot de laïcité à la liberté de conscience, d'où résulte la liberté d'irreligion, mais aussi la liberté de religion. C'est l'objectif de tout dispositif laïque. Et on aurait parmi nous des Danois, des Suédois, des Anglais, des Américains, des Italiens, des Espagnols. Ils
qui seraient tous d'accord avec ce que je viens de dire. Un dispositif moderne d'organisation de la vie collective, c'est un dispositif qui permet la liberté de conscience. Si nous faisions retour à 4 ou 5 siècles en arrière, ce dispositif laïque ne serait accepté par personne presque. Vous voyez que quelque chose s'est bouleversé dans notre façon de concevoir notre relation les uns aux autres. Désormais, nous acceptons la différence. Parce que nous prenons au sérieux notre liberté de conscience. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour construire un dispositif laïque. Il faut en effet que la liberté de conscience soit respectée, que cette liberté soit l'objectif du pouvoir dans nos sociétés, mais il faut également un instrument, un moyen. Et ce moyen, c'est l'État neutre. L'État qui ne choisit entre aucune option métaphysique, qui accepte de couvrir l'existence de ses citoyens séculiers et l'existence de ses citoyens religieux. Il se tient à égale distance des uns et des autres. Jamais il ne doit intervenir dans l'espace de réflexion et de conviction privée de ses assujettis. Alors voilà quelque chose, je crois, de très, très important pour essayer de commencer sur le terrain qui est le nôtre, liberté et neutralité. Mais d'emblée, et c'est le troisième élément de cette introduction, se pose une question. J'ai dit liberté, j'ai dit neutralité. Qu'est-ce que je mets derrière ces concepts ? Et vous voyez, tout à l'heure, il a été dit que la laïcité, c'était une question extrêmement compliquée. Et ça l'est en effet parce que les concepts à partir desquels on travaille sont des concepts flous, qui sont susceptibles d'investissements sémantiques, de significations différentes. Si je vous disais liberté de conscience, vous diriez c'est la liberté de choix. Mais il est peut-être parmi vous un certain nombre de participants à cette réunion qui diraient la liberté de choix, c'est de permettre aux jeunes femmes qui portent la burqa de la porter. Et d'autres me diraient aussitôt, mais non, ce n'est pas la liberté de choix. Il y a là une aliénation. Et vous sentez bien que derrière ce concept de liberté, là, il y a probablement des divisions à l'œuvre, parmi nous. Il en irait de même de la conception de la neutralité. Est-ce qu'un État neutre, c'est un État qui interdit la burqa ? Certains d'entre vous me diraient oui, d'autres affirmeraient probablement le contraire. Non, là, il y a eu une prise de position morale et probablement religieuse de la part de l'État qui n'est pas supportable dans un État laïque. Voilà ce que dirait aussi une autre partie de l'assistance. Alors, suivant les significations qu'on donne au mot neutralité d'un côté, au mot liberté de l'autre, on peut déboucher sur des dispositifs concrets, sur des systèmes pratiques très différents les uns des autres. La laïcité d'un Émile Combes, au début du XXe siècle, n'est pas celle d'un Aristide Briand. Et pourtant, tous les deux auraient signé sur les deux mots que je viens de dire, liberté et neutralité. Mais comme ils ne donnent pas le même sens aux deux concepts, ils font prévaloir dans leur propre réflexion des systèmes pratiques de laïcité profondément différents. Pour ce qui concerne la France, on peut dire, si vous voulez, je me rapproche petit à petit du sujet de ce soir, pour ce qui concerne la France, on peut dire que deux grands systèmes se sont succédés au cours de l'histoire. Deux grands systèmes de sécularité juridique. Deux grands systèmes qui ont rompu avec l'âge chrétien des choses. Deux grands systèmes qui peuvent être modernes au sens que j'ai indiqué tout à l'heure.
Il y a tout d'abord, à partir de 1801-1802, le système qu'on appelle le système concordataire, qui est établi, vous en avez le souvenir, sur le fondement d'un pacte conclu entre Napoléon Bonaparte et le pape de l'époque, Pie VII. Ce système concordataire va demeurer en fonction jusqu'en 1905. Même sous la Troisième République, République laïque, il sera appliqué et des acteurs comme Jules Ferry ou Léon Gambetta oseront dire dans certains de leurs textes, et cela va peut-être surprendre certains d'entre vous, que le concordat, c'est un système laïque. Ce concordat se caractérise par une sorte d'interaction entre l'Église et l'État. L'État soutient l'Église, et à côté de l'Église catholique, soutient aussi les protestants et un peu plus tard les juifs. C'est un point tout à fait essentiel. On estime que la religion, ce pourquoi l'État les soutient, est nécessaire à la production de la morale publique. Et que sans religion partagée, nous risquons les uns et les autres d'être injustes, violents, de ne pas conduire nos existences suivant la morale ordinaire. Ce pourquoi, pendant 90 ans, 100 ans même, la disposition d'esprit de nos dirigeants va être de faire accueil aux institutions ecclésiales qu'ils considèrent, pour reprendre l'expression de Napoléon Bonaparte, comme étant des masses de granit de l'ordre social. Alors vous me direz, mais tout cela est quand même très proche de l'Ancien Régime, vous vous rendez compte? Vous avez une Église qui est au cœur des dispositifs d'enseignement, que l'État subventionne, que l'État écoute. Est-ce qu'il n'y a pas là, tout de même, dans cette période concordataire, une sorte de retour à l'âge chrétien, que j'évoquais tout à l'heure? Alors la réponse est non, car le système concordataire, c'est un système qui tout à la fois affirme la souveraineté de l'État et d'autre part préserve la liberté de conscience, ce qui n'existait pas sous l'Ancien Régime. Il reste que ce modèle va être remis en cause dans les années 1880-1905 pour donner naissance, je n'explique pas les raisons de cette naissance ici, pour donner naissance à un deuxième système, qui est le système qui nous régit aujourd'hui encore, qui est le système promu par la loi du 9 décembre 1905, loi concernant, comme dit le titre de l'ouvrage législatif en question, concernant la séparation des églises et de l'État. Alors ce qui caractérise la loi du 9 décembre 1905, c'est qu'elle est une loi de séparation stricte, qui reprend en somme le mot de Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. L'État chez lui, l'Église chez elle. Article 2 de la loi de 1905, nous allons partir de cela. L'État, la République, ne reconnaît aucun culte, ne les subventionne pas, ne salarie pas les clercs. Et ça, c'est un point tout à fait de rupture avec l'époque antérieure, où l'État finançait les églises et les reconnaissait. C'est terminé. À partir de 1905, on décrète qu'il y aura désormais séparation entre la sphère de l'État et la sphère de la religion. Et puis il y a un deuxième point qui est très important dans la loi et qui donne aujourd'hui motif à toute une réflexion dans le champ public. L'article 1er de la loi dispose que la République assure la liberté de conscience, en ajoutant que par ailleurs, elle garantit la liberté de culte. Donc vous voyez que ce qui caractérise le monde de 1905, la loi demeurant aujourd'hui encore en vigueur et nous régissant donc, c'est une stricte séparation entre l'Église et l'État. L'État ne finance nullement les cultes, et en même temps cet État, loin d'opprimer les cultes, permet leur existence. Voilà ce qui caractérise notre monde contemporain du point de vue de la relation entre les églises et l'État.
Le problème, c'est que cette loi de 1905 a été mise à l'épreuve. Elle a été mise à l'épreuve au cours de la période récente et l'on a vu s'exprimer, à partir des années 1980, je vais en parler à l'instant, on a vu s'exprimer toute une série de revendications identitaires, visant à dire votre séparation de l'Église et de l'État, votre séparation des communautés religieuses et de la sphère politique ne nous permet pas, à nous, de faire valoir notre propre identité culturelle, religieuse dans la société française. Nous réclamons une reconnaissance de notre identité. Nous réclamons dans les restaurants municipaux qu'il y ait des menus adaptés à notre croyance. Nous réclamons que dans les écoles publiques, nous puissions porter un foulard ou un voile manifestant notre enracinement religieux. Toute une série de revendications émergent alors qui vont contraindre les États, l'État français en particulier, à repenser sa relation avec la laïcité et plus précisément avec la loi de 1905. Comment l'État français a-t-il réagi face à cette modification des choses? Ce que je voudrais essayer de vous démontrer ici, c'est que l'État, la République, tout en conservant la loi du 9 décembre 1905, a profondément fait évoluer l'interprétation qu'il lui donne et par voie de conséquence le système juridique dans lequel nous sommes aujourd'hui embarqués. Pour dire les choses d'un mot, 1905, c'est la séparation des églises et de l'État. L'État chez lui, l'Église chez elle. Et ce que je voudrais essayer de vous démontrer dans le cadre de cet exposé, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un système d'interaction de plus en plus fort, de plus en plus manifeste entre l'État d'un côté et les églises de l'autre. La séparation d'hier devient de plus en plus poreuse et l'on voit le religieux intervenir dans la sphère politique et le politique intervenir de plus en plus dans la sphère religieuse. Comment en sommes-nous parvenus à cette situation qui est une situation très paradoxale? La loi de 1905 reste dans notre ordre juridique et pourtant elle ne joue plus le même rôle qu'hier. Comment expliquer que les choses aient à ce point changé? Je voudrais essayer de vous montrer ici que les choses ont changé sous l'effet d'un processus marqué par 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est qu'il y a eu une transformation des paysages religieux. On ne peut pas comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui sans saisir la sociologie du religieux dans la France contemporaine. Le second élément, c'est que cette transformation des paysages religieux a entraîné un renouvellement des discours politiques. On ne parle plus de la laïcité aujourd'hui comme on en parlait dans les années 1930 ou 1950. Et puis le troisième élément, c'est que sous l'effet de la transformation des paysages religieux, sous l'effet du renouvellement des discours politiques, on a été confronté depuis une vingtaine d'années maintenant à une reconfiguration des normes juridiques. La loi de 1905 se maintient, mais vous avez toute une série d'autres normes qui ont émergé dans la société française et qui ont réduit l'impact de la loi de 1905 pour faire émerger de nouveaux référentiels juridiques. Au point que probablement, si Briand revenait, lui qui a conçu la loi de 1905, dans notre laïcité contemporaine, il n'y retrouverait plus son propre héritage. Transformation, donc, c'est le premier point des paysages religieux. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'on ne parlait plus guère de la laïcité. De temps en temps,
il y avait quelques éruptions au moment où un gouvernement prenait quelques dispositions concernant l'école, mais très vite, la société politique passait à autre chose. Peut-être en avez-vous le souvenir, ce qui marquait, en effet, en dehors des périodes chaudes de 59 ou de 84, c'était davantage la question de l'hypothèse socialiste. Est-ce que le socialisme va l'emporter en France ? La laïcité apparaissait comme un débat d'un autre temps. Pourquoi la laïcité apparaissait-elle comme un débat d'un autre temps ? Probablement parce qu'elle semblait avoir gagné. Quelques éruptions de temps en temps, Debré, le général de Gaulle au pouvoir, évidemment, ça remuait les consciences laïques. Mais le cœur n'y était plus comme hier. Probablement parce que l'ennemi, l'adversaire, contre lequel s'était structurée la laïcité française, avait rendu les armes. Cet adversaire, c'était l'Église catholique. La massive Église catholique, qui, dans les années 1950, Jérôme Fourquet est venu ici, représentait encore 92-93% de la population. Lorsque la question était posée aux Français, pratiquement l'unanimité des Français, et même les électeurs communistes, disaient être catholiques. Quelques juifs, quelques protestants, quelques libres penseurs, 8% à peine de la population, tout le reste, s'affirmait catholique. On était là dans un monde où le catholicisme était coextensif à la totalité de la société française. Puis voici qu'avec les années 60, 70, 80, ce catholicisme perd, et perd de plus en plus ses soutiens dans la société française. Il perd ses soutiens et d'une certaine manière il change du point de vue de ses doctrines. Entre 1950 et aujourd'hui, il s'est passé un événement clé, le Concile Vatican II. On voit que l'Église, d'une certaine manière, rend les armes sur le terrain théologique. Sauf sur certains éléments, comme la bioéthique, elle accepte désormais les principes d'égalité, de liberté religieuse. Vous ne verrez plus dans les textes de l'Église d'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant le Concile Vatican II, le magistère affirmait la nécessité de construire l'unité de foi dans nos sociétés, la nécessité de mettre en place, comme c'était le cas de l'autre côté des Pyrénées, sous Franco, un État catholique. Tout cela est derrière nous, à partir des années 60. Et l'Église n'hésite pas, aujourd'hui, à partir des années 1960, à dire que la laïcité, c'est au fond la solution la plus souhaitable. Lorsque vous êtes confronté à une Église qui a changé à ce point, le combat laïque devient évidemment plus difficile à construire, devient plus difficile à structurer. On aurait pu croire que les dés étaient jetés et que cette Église catholique, que ces catholiques se fondant dans la société, il n'y avait plus lieu aujourd'hui de réactiver la vieille querelle d'hier. Or, à partir des années 1980, ce paysage, qui est le paysage de la sécularisation, se modifie considérablement. Et on voit bien que le religieux n'est plus de même nature à partir des années 80-90 que ce qu'il pouvait être dans les années 1960-1970. Alors, ce n'est pas à dire que la sécularisation s'arrête. On voit bien, quand on examine les chiffres, que la sécularisation, c'est-à-dire la perte de pertinence
des institutions religieuses dans la société que la sécularisation s'approfondit. Un chiffre, 92%, 93% de la population se disait catholique en 1952, je vous le disais tout à l'heure. Lors de la dernière enquête sur les valeurs des Européens, ceux qui se disent catholiques en France ne représentent que 28% de la population. Même pas le tiers. Et là, vous avez un effet typique de ce qu'on appelle, si vous voulez, la sécularisation. Cette idée que le principe religieux connaît une véritable désaffection dans nos sociétés. Principe religieux, lorsqu'il est apparié à l'appartenance à une institution. L'institution catholique se ressent aujourd'hui comme étant minoritaire. Elle est partagée d'ailleurs. Elle traîne derrière elle tout un héritage d'unanimisme catholique, et parfois dans les textes, elle exprime cette idée que la France est une France chrétienne. Mais lorsque, comme je le fais dans le cadre de la commission Sauvé, je discute avec les évêques, on sent bien qu'un monde a changé. Et que ce que ressentent aujourd'hui les autorités catholiques, c'est précisément cette situation de minoration de leur influence dans la société française. Alors on pourrait dire, mais les dés sont jetés. La laïcité n'a plus besoin de revenir sur le devant de la scène, puisque le catholicisme qui hier lui donnait sens n'est plus que l'ombre de lui-même. En fait, il ne faut pas analyser, du point de vue sociologique, la société française comme étant uniquement une société en voie de sécularisation. La société française, parce qu'elle est en voie de sécularisation, active des résistances, structure des mobilisations contraires. Et l'on voit, alors même que s'affirme la polarité des citoyens séculiers, se construire la polarité des citoyens religieux, et souvent de plus en plus religieux. Notre monde n'a plus l'unanimisme d'hier, mais il n'a pas non plus l'allure d'un vide métaphysique. Ce qui marque dans nos sociétés, c'est qu'il y a des citoyens séculiers, très séculiers, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et de diable, mais à côté d'eux, une autre polarité qui vit dans la réactivation d'une tradition qu'on croyait oubliée. Cette réactivation, cette réaffiliation, on la voit à l'œuvre dans tous les mondes religieux. On la voit à l'œuvre chez les catholiques, rappelez-vous des foules de la Manif pour tous. On la voit à l'œuvre chez les protestants, à travers le courant évangélique qui l'emporte désormais sur le courant des luthériens réformés. On la voit à l'œuvre, cette réactivation chez les juifs, avec le courant ultra-orthodoxe, mais tout simplement le courant orthodoxe, qui tranche avec les juifs libéraux, qui existent aussi, bien sûr, à l'intérieur de la communauté. Et puis il reste un quatrième groupe, qui est celui qui probablement est à l'origine de cette réactivation de la conscience laïque. Ce sont les musulmans. Alors les musulmans, ils ne sont pas tous marqués, en effet, par la réaffiliation. Et l'on voit bien qu'il y a dans l'islam aussi des phénomènes lourds de sécularisation, avec l'émergence au cours de la période récente de musulmans qui se disent, j'ai préfacé un ouvrage il y a maintenant 2 mois sur la question, qui se disent, ce qui est une véritable révolution, purement et simplement athées. Et vous avez aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, un courant qui est le courant des ex-musulmans, qui s'affirment au nom de leur athéisme. Ne croyons pas donc que les musulmans forment un bloc insécable.
il y a des mouvements de sécularisation. Vous avez reçu, je crois, un de mes amis, Stéphane Beau, au cours d'une période récente. Dans la France des Belloumi, il montre bien aussi que du fait de l'intégration républicaine, un certain nombre de musulmans, de musulmanes souvent, sont passés de l'autre côté du fleuve et partagent au fond les idéaux de la société séculière. 30-35% de la population musulmane est dans ce cadre-là. Mais vous avez parallèlement, dans des segments très particuliers, dont on pourra parler tout à l'heure, de la société musulmane, des réactivations, des réaffiliations, souvent produites d'ailleurs par une certaine situation sociale, elle-même mise en forme par des militantismes religieux de quartier, qu'il faut aujourd'hui analyser, qu'un certain nombre d'enquêtes sociologiques commencent à mettre au jour. Alors, il y a là, dans ces mouvements-là, des réaffirmations qui sont à la fois des réaffirmations individuelles, mais qui peuvent être aussi des réaffirmations collectives, la demande de droits particuliers à l'intérieur de l'espace d'État, le souci d'être associé à la délibération collective dans le cadre des cercles ou des structures municipales, puis parfois, lorsque les choses vont très loin, dans certains quartiers, une rupture avec le monde alentour et la constitution d'espaces à partir des normes mêmes de la communauté. C'est l'enquête récente, par exemple, d'Hugo Micheron. Alors, vous avez là, évidemment, un certain nombre d'éléments, à travers des demandes exprimées dans certains segments des populations religieuses, et plus spécifiquement des populations musulmanes, qui ont provoqué le débat. Il se trouve que ce débat, il est né en France beaucoup plus vite. Il a émergé aussi beaucoup plus violemment que dans d'autres pays européens qui étaient pourtant confrontés au même type de situation. Peut-être faudra-t-il s'interroger tout à l'heure sur ce point. Pourquoi la France est-elle plus réactive ? Je ferme immédiatement la parenthèse et j'aborde ici mon deuxième point. En vous disant que cette transformation des paysages religieux a débouché sur une querelle d'interprétation. Et l'on a vu dans la société française, je vais dire les choses très rapidement car le temps passe, mais c'est pas grave, on y reviendra pendant le temps du débat si vous le voulez. On a vu dans la société française se manifester là aussi deux grandes polarités. Que faire de ces revendications religieuses ? Que faire de ces affirmations identitaires qu'on croyait oubliées depuis le Concile Vatican II ? Et voici qu'elles reviennent. Là, vous avez eu, à la fois dans la sphère intellectuelle et dans la sphère politique, deux façons principales d'envisager les choses. Je dis deux façons principales d'envisager les choses pour aller vite. Vous avez eu une première modalité de traitement de la situation, qui est une modalité pluraliste, estimant que ce qui compte, comme le disait Jean-Luc Nancy, ça n'est pas l'être commun de la société, c'est l'être en commun. Madame Lebert évoquait tout à l'heure la question du commun. Mais qu'est-ce que ça veut dire le commun ? C'est nous mettre ensemble avec nos différences, ou c'est au contraire travailler uniquement sur nos ressemblances ? Et vous avez eu un premier courant qui s'est structuré autour non pas de l'être commun, la ressemblance, mais autour de l'être en commun. Nous sommes tous différents et pourtant, à partir d'un consensus par recoupement, nous pouvons vivre ensemble. Ça a été la thèse, souvent d'un certain nombre d'amis des cercles Condorcet. Je pense ici à Jean Bovero, par exemple. Je pense aussi à Michel Vievorka. Je pense à Alain Renaud, probablement des auteurs que vous avez rencontrés et qui ont, dans le cours de leur réflexion,
estimer qu'on ne peut pas faire société dans un monde moderne comme le nôtre à partir d'une rétraction sur une identité unique, qu'il faut accepter, au fond. Même si c'est parfois difficile, la diversité des parcours, la diversité des trajectoires, la diversité des identités, pour 2 raisons. La première raison, c'est une raison d'ordre philosophique. Au nom de quoi, nous qui sommes libéraux, marqués par cette idée que, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Au nom de quoi pourrions-nous nous permettre d'empêcher tel ou tel parmi nous de manifester ce qui relève de son option métaphysique? Au nom de quoi? Et ces auteurs estiment précisément que le fait d'accepter les identités culturelles, c'est de même nature aujourd'hui que le fait d'accepter la liberté d'être socialiste, communiste ou Front National. On permet à toutes ces options politiques de se manifester. C'est le propre d'une société qui accepte les droits politiques. Au nom de quoi pourrait-on faire obstacle à l'expansion de cette 4e génération de droits qu'on appelle la génération des droits culturels? À côté de cette argumentation philosophique, vous voyez, qui renvoie à toute une conception du libéralisme depuis la Révolution française. Il y a d'abord eu les droits civils, il y a eu les droits politiques, il y a eu les droits sociaux. Pourquoi pas maintenant qu'on découvre aussi les droits reproductifs et sexuels, pourquoi ne pas admettre les droits culturels? Tout cela fait partie de ce que Tocqueville appelait la dynamique de l'égalité. Et ces auteurs ajoutent d'ailleurs que, en se montrant ouverts à cette affirmation des droits culturels, on facilite l'intégration des populations qui les demandent dans la société globale. Ces êtres demandent à être intégrés à la société, on répond à leurs demandes, on diminue leur frustration, nous disent les auteurs que je viens de signaler, et donc on favorise le vivre ensemble. Cette thèse-là a eu le vent en poupe dans les années 80-90. On trouve encore quelques auteurs qui s'inscrivent dans cette perspective. Je lisais ce matin, par exemple, un ouvrage de John Scott qui s'appelle « La politique du voile ». John Scott est, il est vrai, une universitaire américaine, mais c'est un courant tout de même qui a aujourd'hui beaucoup de difficultés, et vous le voyez en observant la scène politique contemporaine, la scène intellectuelle contemporaine. Ce qui l'emporte davantage aujourd'hui, c'est le souci de l'intégration lourde, le souci de l'unité qui, parfois, fait signe vers l'uniformité. Et tout cela émerge dès les années 1980, 89, 90, avec la fameuse querelle du voile. Alors, il y avait eu déjà un certain nombre d'indications. Tout début des années 80, le Figaro Magazine disait, dans un éditorial de 1985, avec une magnifique couverture, sur laquelle se trouvait un minaret, « Serons-nous encore français dans 20 ans ?» Il y avait là, vous le voyez, déjà quelque chose de la thèse du grand remplacement qui émergeait, ailleurs que dans une extrême droite affichée. Un climat se mettait en place qui n'avait pas le vent en poupe, alors, mais qui peu à peu va s'étendre dans la population française, dans certains espaces intellectuels, à partir d'une part d'une réflexion de type rationaliste. Il faut défendre la raison. C'est la thèse, par exemple, d'une Elisabeth Badinter, qui estime que l'affirmation des signes religieux, c'est le contraire de la liberté. C'est s'enfermer dans une communauté préalable
faite souvent d'archaïsme, de superstition, d'aliénation de soi. Elle a dit à plusieurs reprises que le port du voile, c'était l'aliénation de la femme, même lorsqu'elle choisit de le porter. Et là, vous avez, si vous voulez, une autre conception de la liberté de conscience dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, pour les premiers, la liberté de conscience, c'est la liberté de choix. Ici, la liberté de conscience, c'est la liberté de s'arracher à l'aliénation. Et dans cet effort pour s'arracher à l'aliénation, l'État est une institution absolument indispensable, par les interdits qu'il pose. J'ajouterai un point, et je terminerai sur ces discours par cela, que pour ces auteurs-là, l'affirmation des signes religieux, ça brise l'unité nationale. Car tout cela est en lien, en effet, avec un retour à la nation. Les plus anciens d'entre nous, ici, se souviennent des années 60-70. Il restait évidemment quelques rémanences du gaullisme. Mais la nation ne fait plus guère recette à l'époque. Et il faut attendre les années 1990-2000 pour que la revanche des nations s'opère. En lien précisément, souvent, avec une défiance à l'égard des éléments exogènes, halogènes, qui viennent briser l'unité nationale. Et on trouve dans les discours que je disais à l'instant ce souci d'une nation homogène qu'il faut préserver contre la présence de ceux qui viendraient la troubler. Alors, je vais terminer par là. Ces discours-là ont eu des conséquences juridiques. Et ce sera le dernier point, mais je vais être très rapide, j'y reviendrai si vous voulez pendant notre discussion. Ces discours-là ont eu des conséquences juridiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Auparavant, dans l'épure de 1905, l'État était chez lui, l'Église était chez elle. Or, ce qui caractérise l'époque actuelle du point de vue de la laïcité juridique, c'est précisément que la sphère du politique et la sphère du religieux sont aujourd'hui en situation d'interaction, avec des intersections de plus en plus grandes. Deux choses me semble caractériser la laïcité contemporaine. La première, c'est que la laïcité est une laïcité de reconnaissance de plus en plus. Comme si l'État n'était plus assuré de ses bases. Comme si l'État, qui était hier, comme le disait Durkheim, la conscience claire de la société, l'organisateur suprême, le porteur de la raison universelle, comme si l'État avait besoin des églises aujourd'hui, des religions, pour restructurer le lien social. Et à ces religions, on confie des missions d'expertise, on confie des missions de médiation, en demandant aux religions de rétablir la paix partout, à l'international, comme surtout dans la sphère nationale, partout où des troubles pourraient émerger. Comme si précisément les religions apparaissaient encore comme des ressources de lien et de sens. Un seul exemple. Le maire de Lyon, M. Collomb, organise avec Monseigneur Barbarin un voyage à Rome, il y a 2 ans. Ce voyage à Rome est ouvert aux élus locaux de la région lyonnaise. Que croyez-vous qu'il advint ? 250 personnes, élus locaux, se sont manifestés, sont partis à Rome pour assister à une audience du pape François. Imaginez-vous Clémenceau participant à ce type de grand-messe laïco-catholique. Non, bien sûr, parce que l'époque a changé, on essaiera, si vous le voulez, de comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais cette reconnaissance
est une reconnaissance sous réserve. Et ce qui caractérise aussi la laïcité française, c'est qu'elle introduit de plus en plus de surveillance. C'est l'hybridité de notre laïcité qui rend les choses tellement compliquées souvent. On raisonne encore avec cette idée de séparation, puis on s'aperçoit que ça ne marche pas comme ça. Que l'État fait appel aux églises et que les églises se trouvent de plus en plus surveillées par l'État. Quand on connaît un peu la loi de 1905, on se dit mais c'est totalement contraire à ce que proposait Aristide Briand. Totalement contraire à ce qu'ont voté les députés en 1905. Oui, parce que le droit fait l'objet aujourd'hui d'interprétations nouvelles. Sur les surveillances, les choses sont très claires. Hier, je vais résumer le point par un seul principe. Hier, on ne demandait qu'aux fonctionnaires d'être neutres. Fonctionnaires seulement. Et encore dans l'exercice de leurs fonctions. Franchis la porte de leur bureau, ils pouvaient mettre la kippa et afficher publiquement leur appartenance chrétienne par une petite croix, une grande croix s'ils le souhaitaient d'ailleurs. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Sans doute cette neutralité du fonctionnaire a-t-elle été rappelée, mais l'espace de neutralisation, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'État neutre, l'espace de neutralisation s'est profondément étendu. Étendu aux élèves des écoles, ce qui n'était pas le cas dans la situation antécédente. Et le Conseil d'État l'avait d'ailleurs rappelé dans un avis de novembre 1989. Extension aussi à la voie publique, pour des femmes du commun, qui portent le voile intégral. Et l'on invente alors le délit de dissimulation du visage dans l'espace public, en faisant référence à une notion qui est une vieille notion du droit, mais qu'on transforme radicalement, qui est la notion d'ordre public. On dit à ces femmes, vous troublez l'ordre public. L'ordre public dans la société juridique traditionnelle se résume autour de 3 critères matériels. La salubrité, la tranquillité publique, et puis la sécurité. Alors on s'est interrogé, est-ce que ces femmes portent atteinte à la salubrité publique ? Pour certains maires, la réponse a été oui, lorsque certaines femmes voulaient porter le burkini sur les plages du sud de la France. Et l'on a vu qu'un certain nombre de maires disaient « cela porte atteinte à l'hygiène ». La sécurité, on s'est dit, mais ces femmes-là, qui dissimulent leur visage, peuvent aussi dissimuler des bombes sur leur grande robe noire. Et on a retenu également, dans certains exposés juridiques, ce type d'atteinte à l'ordre public. Mais ça n'est pas ce qui a compté. Ce qui a compté, il faut absolument que vous réfléchissiez à cela, c'est qu'on a investi la notion d'ordre public qui permet de limiter la liberté religieuse d'une définition quasiment morale. Porte atteinte à l'ordre public désormais celui qui remet en cause les conditions ou les exigences minimales de la vie en commun. Qui met en cause les exigences minimales de la vie en commun? Qui détermine cette atteinte à ce que nous considérerions comme étant des exigences minimales du vivre ensemble? Vous voyez que, alors que le droit traditionnel était clair, on voit bien ce qu'est une atteinte à la salubrité, qui porte atteinte à l'hygiène, atteinte à la tranquillité. On ne peut pas, en effet, organiser une fête à 3h du matin sous les fenêtres de ceux qui vont travailler à 6h. Ce sont des éléments très clairs sur lesquels on dispose d'un certain nombre de critères assez précisément définis. Puis voici qu'avec le temps,
la laïcité a investi l'ordre public d'une nouvelle signification. Ne pas troubler le vivre ensemble. Mais qu'est-ce que ce vivre ensemble? Alors, je voudrais terminer en vous disant que ça va pour moi être une réponse à la question que me posaient les cercles Condorcet. Est-ce que la laïcité, c'est le dernier lien qui nous reste? La laïcité pourrait être le dernier lien qui nous reste. Parce que la laïcité, elle a été conçue dans une situation extrêmement difficile. C'est beaucoup plus facile de vivre dans l'unité de foi. Imaginez que nous soyons tous participants d'un même récit, d'un même discours, que nous soyons tous hyper catholiques, par exemple. On aurait des difficultés entre nous, sans doute. Nous sommes des hommes, après tout. Mais nous n'aurions pas à régler le problème de nos différences métaphysiques. Or, la modernité, elle nous confronte au fait que nous sommes des populations éclatées. Avec cette idée qu'une fois qu'on a mis le doigt dans le pluralisme, il ne s'arrête plus. Il y a ce que le philosophe Charles Taylor appelle un effet supernova de la pluralité. Deux individus commencent à se séparer, et bientôt un troisième va prendre une autre option, et bientôt un quatrième, et un cinquième. Et c'est ainsi que nos sociétés deviennent des sociétés de l'éclatement. Jérôme Fourquet parlait de l'archipel français, il ne faisait que décrire, en effet, cette dynamique de l'éclatement. Et la laïcité permet, en principe, de résoudre ces questions en articulant la liberté de chacun avec un ordre public globalement défini par les critères matériels que je disais à l'instant. Le problème, c'est que la laïcité, elle est cela, mais elle est aussi un motif de désaccord entre nous. La laïcité, c'est peut-être le dernier lien qui nous reste, mais c'est aussi probablement un espace de conflit entre nous, précisément parce que nous ne mettons pas derrière l'expression liberté de conscience, derrière l'expression neutralité, derrière l'expression vivre ensemble, les mêmes significations. Voilà, je vous remercie. Merci, cet exposé a été très clair, a apporté, je crois, beaucoup d'éléments pour un débat qui maintenant est ouvert. Si vous le voulez bien.